Vidéo numéro 84, la mémoire oubliée. Bonjour, une bonne partie d'entre vous sont en vacances, bien décidés à régresser un peu pour recharger leur batterie. Et si je vous proposais au contraire d'utiliser cette période favorable à l'introspection pour progresser et découvrir vos capacités cachées? Y a-t-il un domaine de l'activité humaine où votre esprit absorbe les données nouvelles comme une éponge et les intègre immédiatement à votre système, quitte à réorganiser l'ensemble, pratiquement sans effort conscient de votre part? Avez-vous vu des connexions cachées faire irruption dans votre conscience par la simple intégration d'une nouvelle donnée, apparemment anodine à première vue? Ceci provoque-t-il parfois un «ha ha» lorsque les nouvelles acquisitions éclairent les anciennes sous un jour inattendu? Je suis sûr que c'est le cas. Pour au moins un domaine, pour chacun d'entre vous. Mais avez-vous réalisé que votre vraie identité cognitive se cache peut-être derrière cette facilité dont vous avez toujours bénéficié comme une évidence? C'est de ce point fondamental que nous allons parler aujourd'hui. Cela peut être un domaine intellectuel, artistique, sportif, ou n'importe quelle activité nécessitant une dextérité particulière, liée à n'importe lequel de vos cinq sens. L'idée est que votre cerveau traite certains types d'informations à une vitesse incomparable et que la réussite de votre vie pourrait être liée à la prise de conscience de cette particularité. Attention, je n'ai jamais dit qu'il existe pour chacun un seul domaine où ce fonctionnement préférentiel se manifeste. Au début des années 90, j'étais tombé par hasard sur la première version de la théorie dite des intelligences multiples d'Howard Gardner, et j'avais trouvé sa classification très pertinente. Ce qui m'avait frappé d'entrée est que chacune des six intelligences, verbale, spatiale, kinesthésique, musicale, interpersonnelle et intrapersonnelle, pouvait être reliée à un type particulier de mémoire, auditive pour la verbale et la musicale, visuelle pour la spatiale, musculaire pour la kinesthésique, évocative pour l'intrapersonnel et sémantique pour l'interpersonnel. J'avais été fort intéressé par le fait que Gardner n'avait pas isolé une intelligence créative, séparant ainsi le dessin et la musique suivant les formes de mémoire, visuelle et auditive, mises en jeu dans la création artistique. C'était pour moi assez compatible, par exemple, avec le fait que les grands dessinateurs sont en général peu loquaces, contrairement aux grands musiciens. Mais curieusement, aucune forme de mémoire particulière ne semblait correspondre à l'intelligence logico-mathématique. Et cette remarque m'a entraîné très loin. C'est également par hasard qu'à quelque temps de là, j'ai lu un court article de Science et Vie indiquant que le type de mémorisation des positions des grands joueurs d'échecs semblait obéir, d'après des interviews de joueurs, à une sorte de hiérarchie suivant le niveau, confirmant les résultats d'une étude ancienne d'Alfred Binet. De concrète et associée à une représentation visuelle pour les plus modestes, elle évoluait vers une représentation purement abstraite et fonctionnelle, du type: sur telle case, il y a un opérateur qui appartient à mon adversaire ou à moi-même et peut effectuer tel et tel mouvement, sans aucune évocation de forme ou de couleur. C'est-à-dire une évolution avec le niveau d'une forme sensorimotrice vers une forme purement hypothético-déductive selon la classification de Jean Piaget. Un peu plus tard, et c'est le troisième hasard, je suis tombé sur la traduction française du livre compact et extrêmement concentré de von Neumann, L'ordinateur et le cerveau. Je n'en ai retenu que quelques points particuliers, à savoir que von Neumann avait compris avant tout le monde la vraie nature de l'influx nerveux, qu'il s'interrogeait sur la remarquable efficacité du couplage œil-cerveau et qu'il considérait la mémoire comme entièrement délocalisée. Pour lui, c'était le graphe des synapses,
donc la forme du cerveau, qui constituait la mémoire, au-delà de toute spécialisation cognitive ou mnémonique. La conjonction de ces trois hasards a fait surgir un ha-ha dans mon système cérébral, toujours à l'affût des explications, tellement simple que c'en est aveuglant. Pour dire toute la vérité, il était fait allusion, dans le livre de John von Neumann, à l'existence probable d'un langage interne au cerveau, semblable au langage informatique et sans aucun rapport avec les langues humaines particulières. Et cette hypothèse a été reprise par le logicien Jean-Louis Krivine, ceci faisant aussi l'objet d'un article dans Science et Vie. Quid de mon haha? En l'espace d'une fraction de seconde, j'ai connecté l'article sur les joueurs d'échecs avec ce que j'avais lu sur les calculateurs prodiges et les lecteurs ultra rapides, évoquant l'existence de processus mentaux difficiles à décrire, car trop rapides pour apparaître au niveau conscient. Et j'ai réalisé qu'au niveau profond, notre cerveau pourrait bien fonctionner, comme l'avait deviné von Neumann, comme un ordinateur. L'étape suivante a été de conjecturer que dans tout domaine de l'activité humaine, les personnes qualifiées unanimement d'experts par leurs collègues traitent tout simplement l'information directement en langage machine, au lieu de passer par des combinaisons de représentations sensorielles qui ralentissent le traitement. Et tout résiderait alors dans l'existence d'un logiciel de traduction qui se serait mis en place à force de compiler des données dans un secteur particulier. En outre, le type de mémoire impliqué serait la mémoire oubliée dans la classification des experts de la mémoire, la mémoire de l'intelligence logico-mathématique que je qualifierais de mémoire fonctionnelle. C'est cette mémoire qui serait utilisée, à leur insu, par les champions d'échecs, les calculateurs et les lecteurs prodiges, mais peut-être aussi en réalité par les tireurs d'élite et les champions de gymnastique, sans oublier les experts du Rubik's Cube. Le logiciel de traduction effectuerait une sorte de compression, ne retenant que ce qui est pertinent et qui permet ultérieurement un traitement à la vitesse de la lumière. Si cela est vrai, nous avons peut-être une réponse partielle à la question lancinante que chacun d'entre nous se pose depuis son plus jeune âge. Que suis-je venu faire dans cette galère? La réponse serait la suivante. Je suis né pour rendre service aux autres en exploitant un potentiel unique que mon histoire personnelle et les hasards de l'existence m'ont fait développer. La condition de mon bonheur est la découverte et la réalisation de ce potentiel. Tant que j'ignorerai ma vraie nature cognitive, je continuerai à me bagarrer pour des broutilles et à envier ceux qui ont réussi de façon pour moi inexplicable. Il vaudrait peut-être mieux penser, plutôt que de m'enfoncer dans des activités où je suis incompétent, que ces gens-là ont compris quelque chose qu'il ne tient qu'à moi de comprendre à mon tour. N'ayant pu, au niveau d'une vidéo, rien faire d'autre qu'esquisser une stratégie de développement personnel qui pourrait vous révéler à vous-même, je vous abandonne à vos réflexions, que j'espère constructives.